avec Serge Abad-Gallo. Je vous invite à vous installer rapidement. Allez les derniers retardataires, on s'installe. Donc bonjour Serge. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup de venir témoigner auprès de nous ce soir de votre appartenance à la franc-maçonnerie, de tout ce que vous avez pu vivre là-bas. Merci d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, nous expliquer comment vous êtes arrivé dans la franc-maçonnerie, à quelle loge vous apparteniez, combien de temps vous y êtes resté? Présentez-vous rapidement. Alors, en quelques mots, je m'appelle Serge Abad-Gallardo. Je suis issu d'une famille française d'origine espagnole, comme mon nom l'indique. Et je suis entré en franc-maçonnerie à l'âge de 35 ou 36 ans, me semble-t-il. J'ai appartenu à l'obédience du droit humain, qui est une obédience mixte, internationale également. Et j'y suis resté 24 ans. Alors, on parlera peut-être ensuite des détails de mon parcours maçonnique. J'ai quitté la franc-maçonnerie il y a 6 ou 7 années, officiellement 6 ans. Je dis 6 ou 7 années parce que la dernière année, je n'y allais presque plus, et quand j'y allais, je vivais assez mal ce qu'on appelle les tenues maçonniques. Et il y a des termes qui vont m'échapper comme ça, qui sont des termes maçonniques. Une tenue maçonnique, c'est une soirée maçonnique. Voilà. Donc il y a 6 ans que j'ai retrouvé la foi, parce que j'ai été baptisé étant enfant, comme beaucoup de gens, mais je l'avais perdu. Voilà. Et en retrouvant la foi, il m'est apparu un certain nombre de choses, dont la question de la compatibilité, ou plutôt de l'incompatibilité, d'être franc-maçon, et en particulier catholique, au sens large chrétien. Quelles étaient vos motivations pour rentrer dans la franc-maçonnerie? Est-ce que ce que vous cherchiez, vous avez pu le trouver? Question difficile, parce que la première partie est relativement simple, la deuxième est plus complexe. Je vais commencer par là, si vous permettez. Qu'est-ce que je n'ai pas trouvé en franc-maçonnerie? Mais tout simplement, je n'ai pas trouvé Dieu. Donc, je ne prétends pas l'avoir trouvé aujourd'hui. Je prétends simplement qu'il m'a fait quelques signes qui m'ont permis de me mettre sur le bon chemin. En fait, quand je dis que je n'ai pas trouvé Dieu, on ne peut pas trouver Dieu en franc-maçonnerie. Ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, incontestable. On peut trouver une puissance, une sorte de naturalisme, une cosmogonie éventuellement, mais on ne peut pas trouver le Dieu auquel nous croyons en tant que chrétiens. Qu'est-ce qui m'a attiré en franc-maçonnerie? Il faut dire déjà que lorsque je suis rentré en franc-maçonnerie, j'avais perdu la foi, pour autant que j'ai pu l'avoir véritablement, depuis plusieurs décennies. Donc, me semble-t-il, c'est ce vide spirituel qui a été le prétexte ou la condition nécessaire et suffisante pour m'attirer vers la franc-maçonnerie, parce que je pensais trouver dans la franc-maçonnerie les réponses auxquelles toute personne croyante, non croyante, matérialiste, spiritualiste ou autre se pose dans une vie normalement constituée. C'est-à-dire, première question, qu'est-ce que je fais sur Terre? Qu'est-ce que je fais ici à vous parler? Et pourquoi moi? Bon, je ne prétends pas avoir les réponses à ça. Mais en tout cas, chaque être humain normalement constitué se pose un minimum de questions d'ordre existentiel ou métaphysique. Étant loin de l'Église, loin de la religion, mais je cherchais les réponses à ces questions. Et il m'a semblé que la franc-maçonnerie pouvait m'apporter ces réponses. Je vous dis tout de suite que je ne les ai pas trouvées. En tout cas, pas en franc-maçonnerie. Pouvez-vous nous expliquer comment est organisée la franc-maçonnerie d'un point de vue organisationnel des structures? Est-ce qu'il existe différentes loges? Alors, bon, je vais être obligé de faire une petite digression par rapport à cette question. D'abord pour vous expliquer que j'écris, bien entendu, vous l'avez compris,
Et dans un ouvrage qui sera publié normalement en 2019, j'explique et je crois montrer qu'il n'y a pas des francs-maçonneries, mais bien une franc-maçonnerie. Parce que lorsque vous avez parlé de la franc-maçonnerie à quelqu'un qui fait partie de la franc-maçonnerie, cette personne va s'empresser de vous répondre que, en fait, non, il y a plusieurs francs-maçonneries, et moi, je fais partie d'une obédience à laquelle vous ne comprenez rien, et je ne suis pas dans l'anticléricalisme basique, etc. Bon, cela étant précisé, il y a bien une franc-maçonnerie qu'on peut diviser en deux parties. Une première partie, la franc-maçonnerie dite laïque, et une autre franc-maçonnerie dite déiste. Voilà. Donc, pour moi, il y a bien une franc-maçonnerie, un seul socle, un seul tronc, avec plusieurs branches. Pardonnez-moi sur la question, c'était... sur l'organisation. Oui, l'organisation. Voilà, donc effectivement, les obédiences sont organisées de manière un petit peu différente en fonction de l'obédience considérée. Il y a de toute façon une direction nationale, quelle que soit l'obédience, et ensuite des directions régionales, c'est-à-dire des instances régionales chargées de diriger ce qu'on appelle les ateliers. Et ces ateliers sont au niveau local. C'est-à-dire vous avez au national une instance dirigeante qui va se ramifier en direction régionale. Et ensuite, au plan local, vous avez ce qu'on appelle des ateliers ou des loges qui sont relativement autonomes. Alors ça, c'est pour l'organisation administrative. Sur l'organisation, je vais oser le mot spirituel. C'est un mot que je n'aime pas utiliser en matière de franc-maçonnerie. On va dire sur l'organisation doctrinale, voilà, c'est peut-être mieux dit. Il faut savoir qu'il y a deux catégories de loges. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les loges bleues. Alors c'est un petit peu compliqué, hein, je suis désolé, c'est un petit peu technique, mais on est obligé de passer par là pour bien comprendre de quoi nous allons parler. Les loges bleues sont les loges, sont les éléments de base qui correspondent au niveau local et dans lesquels on peut obtenir, bien entendu, l'initiation avec le grade d'apprenti et ensuite gravir deux échelons qui seront l'échelon de compagnon, le grade de compagnon et ensuite le grade de maître. Ça, c'est ce qu'on appelle les loges bleues. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les hauts grades. Alors, il y a un certain nombre de grades en fonction des rites qui sont utilisés. Tous les rites comportent des hauts grades. La seule différence entre les rites, c'est que les hauts grades sont plus ou moins nombreux. Par exemple, au rite Memphis-Misraïm, vous allez avoir, je crois, 99 hauts grades. Au rite écossais ancien et accepté, qui est celui que j'ai pratiqué et qui est le rite le plus pratiqué au monde, qui est, je dirais, très majoritairement pratiqué par le droit humain, il y a 33 grades, dont 30 hauts grades. Au rite émulation, vous avez le rite Royal Arch, qui est le 4e degré, étant précisé que tous ces hauts grades ne sont que des précisions du grade de maître. Voilà. Donc ça, c'est pour les grades. Maintenant, nous allons faire une différence entre les grades et les fonctions. C'est-à-dire que dans les loges bleues, vous allez avoir des gens qui vont être officiers à partir du grade de maître. C'est-à-dire que ces gens-là vont être chargés d'administrer la loge d'un point de vue financier, administratif, d'un point de vue symbolique également, d'un point de vue du déroulement des travaux. Donc les officiers ne sont pas des gens titulaires d'un grade, c'est-à-dire qu'il faut simplement être maître, ils sont titulaires d'un office. Et par exemple, vous avez à commencer par le vénérable maître, qui est le président de la loge, ensuite il est assisté par le premier et second surveillant, il est assisté également par l'orateur, par le secrétaire et d'autres officiers. Bon, globalement, il y en a une petite dizaine. Et puis vous avez les maçons de base, apprentis, compagnons, maîtres, qui sont sur ce qu'on appelle les colonnes. Les colonnes, c'est un petit peu vous, c'est-à-dire les gens qui sont assis sur des sièges, qui assistent à la tenue avec différents grades. Voilà. Et on va avoir dans les hauts grades également des officiers qui portent différents noms. Par exemple, le 3 fois puissant, c'est celui qui prend le rôle du vénérable maître dans un des hauts grades. Voilà. Ou sublime grand maître également. Voilà. Donc c'est un petit peu complexe pour quelqu'un qui n'a pas
la connaissance de ce qu'est la franc-maçonnerie, mais il faut passer par là pour bien distinguer, parce que sinon ça devient très facilement complexe. Vous avez parlé de maître et d'apprenti. Est-ce qu'il y a une relation d'apprentissage, un peu comme du compagnonnage Alors tout d'abord, il n'y a pas de relation directe, et c'est démontré par les historiens de la franc-maçonnerie, entre ce qu'on appelle les maçons opératifs, c'est-à-dire les compagnons, notamment les compagnons du devoir. Certains peuvent être francs-maçons. On peut être franc-maçon, quel que soit finalement son métier, sa croyance ou autre. Hein, voilà. Enfin, sa croyance, on en parlera tout à l'heure, mais en principe, la franc-maçonnerie, tout le monde peut y accéder. Et être compagnon du devoir, par exemple, n'empêche pas d'être franc-maçon. Me semble-t-il, je connais mal la doctrine des compagnons du devoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la franc-maçonnerie et le compagnonnage n'ont absolument rien à voir. C'est démontré. J'en parle également dans ce prochain livre qui sortira en 2019. Il y a néanmoins une ressemblance dans les gradations, je dirais, de la connaissance ésotérique, parce qu'il est clair qu'un apprenti n'a pas la connaissance ésotérique d'un maître. Et que le maître est là, en quelque sorte, pour le mettre sur le chemin. Voilà. Et notamment les surveillants. La relation est là. Donc vous nous parlez de grade, mais justement, comment est-ce qu'on fait pour augmenter en grade, pour évoluer dans la franc-maçonnerie? Là aussi, je vais faire une petite digression, mais c'est un petit peu mon habitude. Hein. Vous remarquerez, je suis quelqu'un de très bavard. Ça m'aide pour les conférences. Ça a des inconvénients, mais c'est aussi des avantages. En fait, avant même de rentrer en franc-maçonnerie, pour celui qui va y rentrer, je ne vous le souhaite pas, mais vous êtes libre. Hein. Moi, je ne vous jugerai pas si vous le faites. Je dirai simplement que je tâcherai de vous en dissuader. Eh bien, la personne est observée alors même qu'elle n'est pas encore franc-maçonne. Et ça, je l'explique très bien aussi dans un de mes écrits. Parce qu'autour de vous, vous avez nombre de francs-maçons qui ne se dévoilent pas. Et qui vont vous observer pour savoir si vous seriez peut-être un bon ou une bonne candidate. À la suite de quoi vous rentrez en franc-maçonnerie, et donc vous êtes initié et vous êtes forcément apprenti. Bon, on reviendra sur les détails. Hein, pour l'initiation, c'est assez strict. On ne rentre pas en franc-maçonnerie comme on rentre dans une église. Hein. Il ne suffit pas de dire « j'ai la foi ». Dans une église, mon père, j'ai la foi, il y a un parcours de catéchuménat, et puis ensuite, vous êtes baptisé. Là, non. Là, on vous testera pour savoir si oui ou non vous êtes digne de rentrer en franc-maçonnerie. Et lorsque vous rentrerez, vous aurez des enquêtes, vous aurez tout un parcours, et en fin de compte, il y a un vote qui ne vous permet d'entrer en franc-maçonnerie que si ce vote est favorable au minimum à 70-75% quand même. C'est presque l'unanimité. Donc c'est très dur d'y rentrer. Et ensuite ça continue. C'est-à-dire que vous êtes observé, vous êtes soupesé, et c'est, lorsqu'on est apprenti, le second surveillant, qui est l'officier chargé de l'instruction des apprentis, qui dira, ben, finalement il est prêt. Alors généralement, l'enseignement au grade d'apprenti dure 1 an, parfois 2, c'est plus rare, mais globalement c'est 1 an pour chaque grade, approximativement. Et au bout d'1 an, le second surveillant va dire, alors que vous êtes absent bien sûr, hein, il y aura une tenue de maître, et à cette tenue de maître, qui est une sorte de conseil d'administration, elle est une tenue en chambre du milieu, il dira, mais écoutez, voilà, moi j'ai quelqu'un là qui est apprenti, en ce qui me concerne, il est apte à passer compagnon. Donc lorsque on est jugé digne de devenir compagnon, et bien à ce moment-là, il y a une sorte d'examen, hein, c'est-à-dire qu'on vous fait rentrer pour vous poser des questions sur le rituel, on vous pose des questions sur votre connaissance initiatique, et puis vous avez ce qu'on appelle une planche à exposer. Une planche, c'est un écrit maçonnique qui est destiné à être exposé en loge et discuté. Les planches d'augmentation de grade ne sont jamais discutées. C'est une règle. Hein. Il y a énormément de petites règles comme ça en franc-maçonnerie. Eh bien là, vous avez répondu aux questions rituelles, aux questions sur les règlements généraux, vous avez exposé votre planche, on vous fait sortir et on vote. Le vote est secret. Et il se fait par boule blanche, boule noire. Donc on est obligé de voter. C'est-à-dire qu'un franc-maçon ne peut pas dire « Ah non, je ne vote pas, je ne sais pas ». Il est obligé de dire oui ou non. Et là, si le vote vous est favorable, là, c'est un vote majoritaire, hein, c'est 50+1. Donc si vous avez 50+1 de voix, à ce moment-là, vous passez au grade de compagnon.
Et c'est pareil pour le grade de maître. Sauf que c'est le premier surveillant qui s'occupera de vous. Voilà comment se passe. Alors après, je fais juste une petite précision pour ce qu'on appelle les hauts grades. Il est encore plus difficile d'entrer dans les hauts grades que d'entrer en franc-maçonnerie. Il n'y a que 10 ou 15%. Alors, tout ce que je vous dis, vous savez, moi je suis un témoin, mais ce que je vous dis est fondé sur des textes, ou sur des, sur des écrits maçonniques. Hein. Donc je n'invente rien. Il y a environ 10 à 15% de francs-maçons qui accèdent au haut grade. Les autres peuvent passer leur vie entière dans les loges bleues, au grade de maître. Alors ils seront officiers, ils vont tourner, ils vont faire tous les offices, puis ils vont passer 20 ou 25 ans, ou toute leur vie maçonnique dans ces loges bleues. Moi j'en connais, j'en ai connu. Hein. Et seuls 10 à 15% vont dans les hauts grades. Et dans les hauts grades, le simple fait de demander à y accéder est déjà une manière d'être certain d'être refusé. En fait, c'est un jour quelqu'un qui vient vous voir, vous avez déjà une certaine ancienneté, vous avez participé à la vie de l'ordre, etc., vous avez eu certains offices, le fait d'avoir été vénérable maître aide beaucoup, et là quelqu'un vient vous voir et vous dit « je viens te voir parce que tu sais, voilà, je suis dans les hauts grades, ça fait 5-6 ans que je te connais, et je pense que tu peux nous apporter quelque chose dans les hauts grades. Voilà. » Si vous répondez « ça m'intéresse », à ce moment-là, vous êtes coopté dans les hauts grades, il y a des conditions d'accès également, mais dès lors que vous avez déjà cet entretien, ça veut dire qu'on en a parlé dans les hauts grades et que la cause est pratiquement acquise. Voilà, donc pour répondre de manière plus générale maintenant, pour progresser en franc-maçonnerie, il faut accepter d'être systématiquement sous-pesé par rapport à son engagement maçonnique et à son chemin initiatique. Voilà. On parle beaucoup du secret qu'il y a en franc-maçonnerie. Est-ce que vous pensez que ce secret a une réelle importance? Est-ce qu'il a également un rôle dans l'ésotérisme qu'on peut voir dans la franc-maçonnerie? Bien, oui, il y a deux aspects dans votre question, mais je vais y répondre. Il a tellement d'importance que le franc-maçon qui trahit le secret encourt des sanctions maçonniques. Il faut savoir qu'il y a une justice maçonnique, c'est-à-dire que la justice maçonnique est une justice secrète qui est hors des tribunaux. Ça n'est pas une justice ordinale, comme par exemple dans le Conseil de l'ordre des architectes ou des avocats. Non, non, c'est une justice secrète. Bien sûr, il y a des conditions qui permettent d'assurer que la personne puisse se défendre, etc. C'est équitable, hein, mais c'est une justice secrète. Et la justice se prononce sur les manquements au devoir maçonnique, et le manquement au secret est un manquement au devoir maçonnique. Alors, le secret maçonnique, il a plusieurs aspects. C'est amusant parce que c'est le thème d'un de mes prochains livres. Je ne vais pas vous les détailler tous, mais on parlera donc là que du secret d'appartenance, parce que c'est ce qui se rapporte à la question posée. Un franc-maçon a le droit de dire qu'il est franc-maçon, mais il n'a pas le droit de dire tel ou tel est franc-maçon. Là, c'est une sanction qui peut aller jusqu'à la radiation de l'ordre. C'est-à-dire que même s'il a 10 ou 15 ans, même s'il est dans les hauts grades, il peut être sanctionné par la radiation des hauts grades, et en étant radié des hauts grades, il est radié également des loges bleues. Il n'a pas le droit non plus de dire, là on dépasse le secret d'appartenance pour faire une transition avec la question sur le secret ésotérique, il n'a pas le droit de raconter les rituels, ce qu'il vit en franc-maçonnerie, ce qui se passe dans la loge, il n'a pas le droit d'en parler. Là aussi, s'il en parle, notamment en public, eh bien, la radiation est encourue. Une chose est sûre, même si la personne n'est pas radiée, on peut dire que son ascension maçonnique va être largement freinée. S'il n'est pas encore dans les hauts grades, on peut dire qu'en ayant parlé comme ça, il n'y sera probablement jamais. Le secret comporte également une dimension ésotérique. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais je peux vous affirmer, je le démontre en tout cas, que le secret agit de manière magique, de manière, pour ceux qui ne croient pas à la magie, on va dire psychologique, sur la personne qui subit le rituel. Un petit peu comme, je vais vous donner un exemple, à une époque, j'étais étudiant comme vous, et ça m'est arrivé aussi, hein, et donc j'étais entraîné à faire ce qu'on appelle du spiritisme. Et lorsque vous passez une soirée autour d'une table, quand vous rentrez chez vous, vous êtes tout à fait le même. Voilà, parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez étrange. Eh bien, le secret maçonnique agit de cette manière-là. Il a une importance, on va dire, sur non pas l'équilibre psychologique,
mais sur le fonctionnement du psychologique de l'individu. On ne voit plus les choses de la même manière, et d'ailleurs, on vous le dit dans le rituel, il y a des phrases dans le rituel qui vous disent « tu ne verras plus les choses comme tu les vois en tant que profane ». Voilà. Alors, juste pour terminer sur le secret d'appartenance, je reviens un petit peu sur le début de la question. Un franc-maçon peut dire « je suis franc-maçon », mais c'est fortement déconseillé. Pourquoi c'est fortement déconseillé? Parce que lorsque vous êtes franc-maçon, vous finissez par ne fréquenter que des francs-maçons. Et donc, on va vous voir parler avec des personnes qui vont être souvent les mêmes, et si on sait que vous êtes franc-maçon, on va risquer de déduire que l'autre personne avec qui vous parlez régulièrement est probablement franc-maçonne. Et à partir de là, ça risque de dévoiler les autres. Donc, je peux dire que, alors ça dépend aussi des obédiences, il y a des obédiences plus secrètes que d'autres. Hein. Par exemple, les gens du Grand Orient se font presque une gloire de dire qu'ils sont francs-maçons. Les gens de la GLNF, c'est excessivement rare. La GLNF est une obédience extrêmement secrète. Voilà. Donc, il y a cet aspect qui est déterminant du secret maçonnique auquel il ne faut pas déroger. Sauf quand on en est sorti, puisqu'il y a un pape que je cite, je n'ai plus son nom, qui, c'était au début justement des condamnations de la franc-maçonnerie par l'Église, nous dit clairement les serments prêtés par un adepte de la franc-maçonnerie lorsqu'il s'est engagé au secret ne sont plus valables devant l'Église. C'est-à-dire qu'un franc-maçon qui, par malheur pour lui, serait également catholique, ou plutôt l'inverse, un catholique qui, par malheur pour lui, serait franc-maçon, pourrait venir dire à un prêtre voilà, je dévoile les secrets de la franc-maçonnerie. Bien entendu, l'Église ne pourra pas le condamner, mais elle l'encouragerait même à abandonner la franc-maçonnerie, et il est délié de son engagement maçonnique. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs types de personnes qui voulaient rentrer en franc-maçonnerie. Il y a des gens qui cherchent des réseaux, il y a des gens qui sont dans une quête spirituelle. Quel avantage, vous, avez-vous tiré de la franc-maçonnerie ?